Nicole. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices dans le domaine de la connaissance de soi. Vous êtes nombreux et nombreuses à savoir que je suis constellatrice. J'ai d'ailleurs eu le grand plaisir d'interviewer de nombreux et nombreuses constellateurs, constellatrices dans la série Un univers de constellations, dont d'ailleurs la formatrice, votre formatrice Cécile Staniowicz-Bourouaa. D'ailleurs, cette vidéo a remporté un succès incroyable puisque j'ai explosé le nombre de vues et de likes. Voilà. Donc, c'est génial. Alors, aujourd'hui, je suis très, très enthousiaste parce que je vais conjuguer la boîte à livres et l'univers des constellations grâce à vous, mes deux invités. Toi, Bernard Fada, et toi, Jean-Yves Kerzulek, parce que vous avez coécrit Constellation familiale, passerelle entre les mondes, livre paru aux éditions, fort réputé, aux éditions Quintessence. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce pour faire remonter cette interview dans les algorithmes YouTube. Un tout petit effort, je vous assure, qui va agir comme un énorme levier pour mes invités, mais aussi qui va permettre de rendre visibles des informations qui peuvent faire énormément de bien aux personnes en recherche de solutions. Bonjour Bernard. Bonjour Oriane, merci de m'accueillir et d'accueillir mon co-auteur. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Oriane, quel plaisir. Ouais, bienvenue dans la boîte à livres. Alors, c'est vrai que des livres sur les constellations, il y en a pléthore, hein. Vous allez dans n'importe quelle librairie et vous allez voir plein, plein de livres de constellations. Et ce que j'ai remarqué de nombreuses fois, parce que je les ai quasiment tous achetés, beaucoup se répètent et se répètent et se répètent et ça en devient ennuyeux. Alors, moi, ce que j'ai apprécié dans votre livre, comme le sous-titre de votre livre le dit, Passerelle entre les mondes, eh bien, j'ai trouvé que le vôtre pose pas mal de ponts entre les différents courants qui ont permis finalement de créer cet outil fantastique que sont les constellations. Mais aussi, vous avez créé des ponts entre vos histoires, l'histoire de Jean-Yves, l'histoire de Bernard et cette méthode de libération des mémoires transgénérationnelles, puisque à chaque fois, vous faites des liens avec cette approche. Ainsi, dans votre livre également, vous abordez l'analyse transactionnelle, le cri primal, la psychanalyse jungienne, et vous avez même osé intégrer le génial Jodorowsky, créateur de la métagénéalogie, parce que je sais qu'il fait peur à certains. Et il y en a qui disent que ce n'est pas des constellations, et puis d'autres qui disent les constellations de Jodorowsky. Donc voilà, il y a différents camps, et on va en savoir bientôt plus grâce à vous. Et je vais commencer par le départ, par le début de votre livre. Dans votre livre, vous commencez par vous raconter. Et je suis certaine que les auditeurs et les auditrices aimeraient un peu savoir plus de vous, un peu commencer à vous connaître pour devenir, disons, plus amis et comprendre finalement votre démarche. Alors Jean-Yves, il paraît que tu es breton, fils d'agriculteur, et qu'un jour, tu as quitté ta campagne pour aller à la ville. En fait, une sorte de migration. Et comment les constellations sont venues à toi? Oui, tout à fait, Oriane. Le terme migration, émigration me convient parce que je suis né dans une Bretagne profonde, archaïque, proche de la nature, proche des superstitions. Et petit à petit, j'ai éprouvé le besoin d'aller ailleurs, de voyager, d'aller découvrir d'autres terres, d'autres cieux, d'autres cultures. Et la providence, la vie, les chemins de ma vie m'ont conduit jusqu'en Espagne tout d'abord, à la frontière avec le Portugal. Je suis arrivé sur la terre des conquistadors en Estrémadure. Et de là, bien sûr, quelques années plus tard, j'ai franchi l'Atlantique pour aller jusqu'en Amérique latine, où j'ai découvert encore d'autres mondes, d'autres univers, d'autres perspectives et surtout d'autres cultures, d'autres croyances différentes
la culture occidentale à laquelle j'étais habitué, et également à ma Bretagne profonde, aux croyances de ma Bretagne profonde, à laquelle je tiens beaucoup et que je remercie aujourd'hui. Donc voilà mon itinéraire et ma recherche. De toujours, j'ai été intéressé par ce qui concerne la découverte de soi, la connaissance de soi. Je crois que j'avais cette intuition de découvrir chez les autres et dans le monde qui m'environnait comme des secrets. Ma mère y est pour beaucoup, hein, avec ses croyances archaïques, mais également son bon sens paysan. Ensuite, je me suis intéressé à différents arts divinatoires. J'ai approfondi l'astrologie quand j'avais 20 ans. Ensuite, pendant toute ma période de travail, je me suis peut-être cantonné un peu plus à tout ce qui relève du rationnel, de l'objectif. Et au moment de la pandémie, donc il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu l'occasion de parler, d'échanger beaucoup avec Bernard, notamment lorsqu'on ne pouvait pas se déplacer à plus d'1 kilomètre à l'entour de chez soi. Et Bernard m'avait déjà parlé des constellations familiales. Je savais qu'il était spécialiste, il m'en avait parlé en me disant que je serais sûrement sensible à cet art que constituent les constellations familiales. Et c'est grâce à cette période d'isolement pendant la pandémie que Bernard m'a initié petit à petit à cet art. Et lorsque j'ai pu enfin assister à ces stages, pour moi, ça a été une révélation, une découverte, et ça a été un réel aboutissement. Un réel aboutissement, toute une quête de vie, finalement. Voilà, schématiquement, mon parcours, Oriane. Waouh, c'est de toute beauté et c'est très inspirant. Et j'enchaîne avec Bernard. Bernard, tu es né en Algérie et Oui, tu je as... suis né en Algérie en 1950. Donc, Oui. j'ai connu l'Algérie un peu de rêver au départ, c'est 50, 54. Et puis après, patatras, c'est la guerre, l'angoisse, etc. Et dans le bouquin, ça ressort beaucoup, en fait, parce que finalement, c'était comme une forme. Pourtant, j'ai travaillé dessus, je ne sais pas combien de fois, pendant des années. Et en écrivant le bouquin, il y avait encore des choses qui ressortaient, c'était impressionnant. Et parce on a fonctionné sous forme d'interview avec Jean-Yves. Et donc, j'interviewais Jean-Yves et il m'interviewait. Et j'en revenais pas encore d'avoir des émotions si fortes, etc. Voilà, j'ai revécu ça de manière tellement. C'était à la fois beau parce que c'était libérateur, mais très, très fort. Et c'est vrai que l'écriture, finalement, c'est aussi un moyen, un biais pour travailler sur soi qui est très puissant, très, très, très puissant. Voilà, donc je suis venu aux constellations par mon histoire. Parce qu'à 13 ans, je me suis retrouvé à Caen, donc quitter Constantine, une ville d'Afrique du Nord, avec un caractère, un climat continental. Je me suis retrouvé sous un climat plutôt océanique, froid, etc. Enfin, froid pour un pied noir. Et, et ça a été vraiment un petit peu un choc. Alors, je l'ai nié longtemps, hein, parce que je me suis pas rendu compte en fait que c'était un vrai choc. J'ai quand même fait une tuberculose, c'est pas rien. Bon, mais progressivement, bon, c'est vraiment à partir du moment où j'étais à la fac que je me suis bien senti en fait, commencé à bien me sentir. Alors les constellations sont venues bien après parce que j'ai toujours eu besoin d'un ailleurs. Donc je suis parti enseigner 8 ans au Sénégal et je suis revenu curieusement à Caen et j'ai retrouvé le lycée où j'avais été élève, j'avais été prof dans le lycée où j'avais été élève. Et c'est là que progressivement je me suis intéressé à autre chose. J'avais envie de sortir un petit peu d'une forme d'emprisonnement et c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Et la route a fait que elle m'a conduit vers Céline Bouhara, dont tu as parlé tout à l'heure, Céline Steinovitch Bouhara, qui a été ma formatrice en fait. Et c'est là que j'ai découvert en 2003, je crois, les constellations et je me suis aussitôt formé. Pour moi, c'était comme une évidence. J'étais prof d'histoire et j'étais interpellé par les histoires familiales et par l'histoire. Je trouvais qu'il y avait un lien tellement fort. Et donc, Céline, c'est un peu la providence C'est grâce au philosophe Frédéric Baudin que j'ai rencontré Céline, qui est venu sur Caen plusieurs fois d'ailleurs. Et voilà, c'est parti comme ça. Et j'ai fait partie de sa première promotion en 2004-2005. Et après, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. J'ai été nommé en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait ma demande.
toujours ce besoin d'ailleurs, en fait. C'est ça qui est impressionnant chez les pieds noirs. Il y a beaucoup de pieds noirs en Nouvelle-Calédonie. Ce besoin toujours, comme si l'herbe était plus verte ailleurs, enfin bon, ce besoin de partir ailleurs. Et j'ai commencé à pratiquer en 2007 les constellations familiales. Et progressivement, après, comme j'ai la fibre enseignante, la fibre pédagogique, j'ai eu envie voilà, de redonner ce que j'avais reçu. Et c'est toujours avec beaucoup de joie que je forme les gens aux constellations familiales. Voilà ce que je peux dire. Alors, ce qui m'a intéressé aussi dans le parcours avec Jean-Yves, quand j'en parlais avec lui, je me disais, voilà, quelqu'un qui est enraciné au possible, il a vraiment des... Et puis moi, je suis comme un déraciné. Et je trouvais que la conjugaison des deux, entre un déraciné et un enraciné, pouvait être riche et porteur pour l'écriture du livre. Parce que ça faisait des années que j'avais envie d'écrire et je n'arrivais pas à passer à l'acte. Et effectivement, le confinement était un moment en quelque sorte fédérateur, un moment qui m'a permis de proposer à Jean-Yves et après de passer à l'action. Voilà ce que je peux dire, Oriane, de Oui. mon parcours de manière très brève. Mais donc, tu t'es greffé sur Jean-Yves. D'une certaine façon, tu t'es les branches et Jean-Yves les racines et hop, ça a donné ce Un fruit. magnifique arbre qui est le livre. C'est la jardinière qui parle là. Belle métaphore. Oui. Alors, finalement, quand je vous écoute, ça me fait penser à toutes ces synchronicités de la vie. Et c'est quelque chose que vous abordez d'ailleurs dans votre livre, page 97. Euh, et alors, sur le coup, en lisant votre livre, je me suis souvenu d'une des dernières interviews que j'ai faites, qui va être d'ailleurs publiée très prochainement, qu'il y a quelque temps, j'ai interviewé une grande dame aussi de la psychogénéalogie, Elisabeth Horowitz, qui a sorti son dernier livre, L'univers nous parle, et qui traite de la synchronicité. Et pourquoi je parle de ça? Mais parce que j'ai été très touchée par l'anecdote de la chouette qui est venue taper 3 fois à la vitre pour signaler que quelque chose de grave venait de se passer dans la famille. Et donc, vos histoires sont faites de synchronicité, mais quel lien faites-vous entre les constellations et les synchronicités? Jean-Yves, La parole. Vas-y, Jean-Yves. L'histoire de la chouette. L'histoire de la chouette, j'avais à peine 7 ans, m'a profondément marqué ma famille. Nous étions tous réunis, comme je le raconte dans le livre, le soir à table, et ma mère pousse un grand cri. Une chouette venant se heurter inopinément à la fenêtre, et tout de suite, elle déclare: un malheur vient d'arriver. Bon, nous étions habitués avec notre mère qui avait ce genre de prémonition. Nous en faisions toujours cas parce que ça s'avérait. Et plus de 60 ans plus tard, j'en suis encore ému. Et quand mes frères et sœurs ont lu le passage, ils ont également, se sont rappelés également. C'est un peu comme si, dans ces croyances anciennes, il y avait des liens avec une sorte d'au-delà, de champ morphogénétique, champ morphique, un espace qui contiendrait une sorte de mémoire originelle et qui, on ne sait pas encore l'expliquer comment, interviendrait dans notre monde rationnel par l'intermédiaire d'un élément extérieur, ici une chouette, en lien bien sûr avec des croyances et toutes les superstitions bretonnes, celtes ou autres. Hein. Et c'est un peu comme si nous avions des informations venant d'un autre monde, comme s'il y avait un champ d'énergie un peu extérieur à nous, autre, mais avec lequel nous, êtres humains, pourrions être en relation, comme une sorte comme si nous nous branchions à une sorte de mémoire collective, de mémoire familiale, d'inconscient individuel et d'inconscient collectif, et on recevrait de façon intuitive et immédiate une information sans autre explication que la réception immanente et immédiate de cette information. Hmm.
Donc voilà à l'origine cette croyance. Ensuite, bien sûr, lorsque j'ai assisté au stage de Bernard, et alors que j'étais confortablement assis dans un coin, assistant à la constellation de groupe qui opérait, Bernard me sollicite pour représenter un grand-père. Donc, bien sûr, j'obtempère, évidemment. Je me lève et j'entre dans ce que l'on appelle le champ morphogénétique ou champ morphique, ou le champ qui sait, c'est-à-dire l'espace qui se trouve à l'intérieur du cercle que composent les personnes présentes. Bernard m'avait dit, Jean-Yves, tu coupes avec le cérébral et tu écoutes ton ressenti. C'est simple. Je crois à ce que dit Bernard et j'obéis. Et immédiatement, j'ai reçu des informations comme si je m'étais branché à une mémoire collective, une sorte de caisse de résonance au-dessus de moi. Et je vous assure, je recevais des informations que je restituais d'une façon nette, sans avoir recours à une retransposition intellectuelle, tout en étant authentique dans la restitution des informations que je recevais, parce que je n'avais pas le droit, on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de jouer, on n'a pas le droit de faire semblant. C'est trop important. On est dans l'humain. Et donc, on travaille sans filtre. Et ça m'a bluffé. J'étais littéralement bluffé. Et comme vous avez compris, je suis quelqu'un à la fois de rationaliste, mais avec la tête dans les étoiles. Lorsque je suis rentré chez moi, je me suis mis à rechercher d'où ça pouvait venir. Et j'ai donc découvert, vous allez pardonner mon anglais, Rupert Sheldrake avec le champ morphogénétique. Hein, c'est un biologiste anglais né en 1942 et qui a parlé du champ morphogénétique comme caisse de résonance. Le champ morphique, finalement, occuperait des zones d'influence non matérielles et qui s'étendent dans le temps et dans l'espace. Et ça pour moi été une découverte. Parce que dans ce que nous enseignait Bernard, ce que nous continuons à nous enseigner, il n'y avait pas de trucage. Il n'y avait pas de trucage. Et là, justement, j'ai senti qu'il y avait autre chose qui échappait à notre monde rationnel. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de démonstration scientifique que la réalité n'existe pas. C'est ça, justement. Nous en sommes persuadés. Moi, dorénavant, j'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que je prends un réel plaisir à parler de cette relation, de ce lien entre le réel et ce champ morphogénétique qui est donc une sorte ouais, de champ qui contiendrait des énergies, des informations, tout Finalement, on pourrait simplement. dire que c'est la mémoire du monde, comme nous avons notre mémoire. Et maintenant, les neuroscientifiques disent que probablement notre mémoire n'est pas dans notre cerveau, mais dans tout notre corps. Tout à fait. Et c'est Oui, vrai oui. que en tant que kinésiologue, au départ, bah, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que notre corps a une mémoire. Donc, toutes nos cellules, ne fût-ce que l'ADN, hein, c'est déjà de la mémoire. Et que notre environnement, notre univers possède aussi une mémoire. Il y en a qui disent la mémoire des murs, la mémoire des objets, de la Terre. de la terre. Mémoire de l'espèce, Oui, des espèces. oui. Mais c'est vrai que le monde des constellations est un monde où il y a sans arrêt des synchronicités. Quand on réunit un groupe, il y a toujours un thème commun qui émerge. C'est, voilà, on va dire, tiens, c'est le hasard, mais on trouve toujours un thème commun. Ça peut Mm. être les enfants morts en bas âge, ça peut être des problèmes de guerre. Une fois, j'ai fait une journée de constellation un 11 novembre, c'était en 2016, je crois, et ça n'a été que, ben là, tu me diras, c'était un peu fort, mais ça n'a été que des histoires de guerre, en fait, des mémoires de guerre qu'il fallait nettoyer des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'était très, très, très fort. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours on est toujours il y a toujours cette connexion en fait qui s'opère, qui se réalise à ce moment-là. Et moi, je sais que j'ai une fois aussi une histoire comme ça de synchronicité.
j'étais sur une petite, je le raconte dans le livre d'ailleurs, j'étais sur une petite route et tout à coup me vient en mémoire des amis qui avaient eu un accident quelques années auparavant. Un motard avait foncé dans leur voiture et le motard était d'ailleurs mort, enfin, de l'issue de l'accident. Et je me suis mis à freiner en pensant à ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai freiné. Et à ce moment-là, a surgi une moto qui est arrivée droit sur moi, mais comme j'avais freiné, elle m'a évité au dernier moment. Je me suis dit, ben, merci là-haut, merci, merci, merci. Ben, voilà, donc quelquefois, on a ces connexions qui sont, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient. Et c'est vrai que le fait d'avoir écrit le livre, ça a permis de mettre des mots, d'expliquer qui paraissait inexplicable, de comprendre en fait l'essence des constellations familiales. Comment se font ces passerelles en fait, comment se font ces ponts entre les mondes. C'est un titre qui me, enfin, on n'a pas choisi pont parce que le pont, ça faisait quelque chose de lourd. Les passerelles, c'est quelque chose de léger, de très sensible, de fluide, je ne sais pas comment dire. Voilà. Un peu, qui peut être aussi un peu qui peut être immatériel. C'est pour ça que le terme de passerelle nous a plu quand on a proposé ce titre. Et finalement, Quintessence nous l'a validé aussitôt, hein. Hmm, Voilà ce que je pouvais dire. génial. Et donc, quand on parle de synchronicité, en tout cas, je pense, parmi les auditeurs et les auditrices, il y en a qui vont penser tout de suite à Jung. Oui, Et ben oui. c'est vrai que bon, c'est lui qui a nommé ce concept. Et c'est intéressant parce que beaucoup de personnes n'ont aucune idée finalement de l'histoire des constellations. Et ça, c'est quelque chose que vous abordez vraiment bien et en profondeur, ce qui est assez rare. Dans les livres de constellation, on ne parle pas tellement de la genèse de cette méthode. Et ici, vous y accordez quand même pas mal de pages et vous abordez justement l'influence de Carl Gustav Jung. Donc, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Peut-être que là, je vais laisser la parole plus à Bernard, comme ça, je fais un Oui, petit équipe. Jung, c'est vraiment il a abordé comment dire, l'inconscient collectif, en fait. C'est à partir du moment où il a abordé l'inconscient collectif il a marqué. Et Ellinger, c'est forcément, on l'a senti, il a été complètement sous l'influence de ce grand médecin suisse, surtout par rapport à l'inconscient collectif. Il a déterminé, enfin, il disait bien qu'il fallait aller, on met d'ailleurs dans le bouquin des passages, et il disait bien, si on, il faut aller dans cette direction-là, dans l'histoire familiale, pour avancer, en fait. Il a mis le doigt très vite là-dessus, mais il n'a pas pu approfondir, parce je pense qu'il a découvert ça plutôt vers la fin de sa vie. Et Ellinger s'en est inspiré, bien sûr, parce qu'avec l'histoire du peuple allemand qui était terrible après-guerre, on peut imaginer les syndromes post-traumatiques liés à la guerre et ce poids qui pesait sur l'inconscient collectif. C'est pour ça qu'on a même une phrase qui est souvent revenue dans notre livre, c'était ce qui n'arrive pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est un peu tout le processus de Jung, en fait. Et de parler de ça, de mettre en constellation, ce qu'on fait, c'est qu'on met en conscience. Oriane, ça, tu me contrediras pas. On met en conscience là où il y a de l'inconscience. On vient mettre en lumière quelque chose qui était dans l'ombre. Voilà, cher à Jung, l'ombre qui est chère à Jung, on la met en lumière et du coup, le destin change en quelque sorte de cours, hein. Voilà. Quelquefois, sauf quand c'est plus grand, comme disait Ellinger, quelquefois le destin est plus grand que nous, donc il faut l'accepter aussi tel qu'il est. Mais cette notion qui est importante. Jung aussi par rapport aux synchronicités dont on vient de parler, ça a joué un rôle essentiel. Et puis, il y a les archétypes. Jean-Yves a bien potassé les archétypes. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Jean-Yves, par rapport aux archétypes jungiens, enfin ce qu'il a perçu. Oui, avec plaisir. Parce que dans ce stage auquel qui m'a permis de participer et où j'ai découvert, parce que toutes ces découvertes sont récentes, hein, elles remontent à 3 ans, j'ai donc, nous avons travaillé les archétypes et, et Jung est à l'origine de l'identification des différents archétypes qui interviennent dans notre quotidien et dans notre inconscient. Ces archétypes sont très difficiles à exprimer parce qu'ils relèvent du concept. Je vais essayer d'être simple en disant qu'un archétype, c'est une sorte de symbole fondamental, originel, qui servirait de matrice à toutes nos représentations.
Et ça, c'est un apport de Jung, que cette énumération de ces archétypes. Je vais vous donner un exemple. Le vieux sage, par exemple, le vieux sage qui vient quelquefois peupler nos rêves ou que l'on peut rencontrer dans les mythes, dans les contes pour enfants, dans les mythologies, dans les différentes croyances ou même les religions. Il y a ce vieux sage que l'on va représenter comme quelqu'un de barbu que l'on pourra identifier à Gandhi. Ça, c'est la concrétisation. Or, l'archétype est un concept, il ne peut pas être représenté. Ça, c'est difficile à expliquer. Or, c'est grâce justement à tous ces archétypes, ça peut être la femme fidèle qui va être représentée, symbolisée par Ève. Ça peut être aussi le trisqueur, le fripon, le gnome, celui qui vient perturber toute la famille. Donc, tous ces éléments découverts, énumérés et définis par Jung rendent possible le champ morphogénétique et l'inconscient collectif et individuel. Vous voyez comme, à quel point tout cela est lié. Et comme tu le disais pertinemment, il y a des liens de cause à effet. Les constellations ne sont pas apparues comme ça, comme par tiens, j'ai envie, tiens, je vais créer les constellations. Non, pas du tout. Il y a toute une genèse, il y a tout un passé, et nous avons tenu justement dans notre ouvrage à faire quelque chose de référencé, qu'il y ait des références, qu'il y ait des précisions et des énumérations qui parfois pourraient paraître un peu rébarbatives, mais qui sont incontournables et essentielles pour une bonne compréhension. Donc voilà pour les archétypes, Jung, les archétypes. Les archétypes sont, sans Jung et sans les archétypes, il n'y aurait pas de champ morphogénétique possible, ou explicable du moins. Wow. Oui, explicable, oui. Voilà, donc l'apport de Jung est vraiment essentiel en fait. Et on s'aperçoit que voilà, Hellinger n'a fait que s'inscrire dans ce mouvement très riche des années 70, quand il a quitté l'Afrique du Sud. Il s'est inscrit dans tout ce mouvement en Occident. Il y avait des tas de recherches, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe de l'Ouest. Et ça a été cette vague. Finalement, les constellations familiales sont apparues à la fin des années 90 et surtout maintenant au cours du troisième millénaire, en fait. Mm. Voilà, Oui. c'est une vague de fond, tout en sachant qu'en Amérique latine, c'est très, très connu, hein. Ah oui, Bon, à oui, la limite plus connu qu'en Europe. tout à Souvent, fait. j'ai des Brésiliens ou des Latino-Américains qui viennent faire des constellations. Ils sont ultra branchés, ça c'est très agréable. Mm. Les peuples comme ça qui ont gardé encore cette capacité de perception, c'est assez extraordinaire. J'ai eu aussi le bonheur de travailler en Nouvelle-Calédonie avec des Kanaks. Les Kanaks, c'est le peuple originel aussi. Une connexion impressionnante. C'est des Wow. gens, ils sont claques, ils sont aussitôt branchés et ils sentent tout, ils savent tout, ils voient, ils rentrent dans le processus des constellations de manière admirable. Mm. Voilà. Alors c'est vrai qu'en France, au départ, il y avait quand même le mental qui était bien, enfin en Occident en général, mais en France aussi, c'est le pays de Descartes, hein. Donc, il y avait un mental bien béton. Donc, passer vers le ressenti, ce que Jean-Yves a décrit tout à l'heure, pour ça j'étais inquiet quand j'ai vu Jean-Yves rentrer dans la constellation. Je me suis dit, mon Dieu, il a un mental d'acier. Ben non, il a réussi, clac, il a basculé aussitôt. Mais ça, c'est justement parce qu'il avait cette enfance bretonne, je dirais, avec ses légendes, etc. Donc, il y avait une imprégnation importante. Voilà. Mm. Pour moi, ça a été difficile aussi de quitter le mental parce que j'étais un bon prof bien appliqué et que tous les bons profs sont des gens très cartésiens, très rationnels, très rationalistes. Et Oui. donc, il est important de quitter ce monde-là. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus, mais à un moment donné, rentrer dans le ressenti, c'est tout le travail qui s'opère à ce moment-là. Effectivement. Et Déran, en vous écoutant, j'étais en train de me délecter et m'est venu les coryphées et le théâtre grec. Oui, Et je me demande dans quelle mesure le théâtre grec ancien qui se jouait dans les amphithéâtres, oui. avec le coryphée, les masques, etc., ne serait pas vraiment à l'origine, ou en tout cas vraiment au tout début des constellations, puisque se jouaient les histoires des divinités et qui étaient des archétypes aussi, toute cette... Complètement.
complètement. Donc, oui, Jung a pu mettre en mots des pratiques et des perceptions qui existaient déjà depuis la Grèce antique et peut-être même encore avant, Bien, puisque bien avant, je pense aussi, oui. Chez les oui, Celtes en particulier, on peut imaginer, mhm, tous les peuples dits premiers sont quand même sont branchés, sont versés dans ce domaine-là, de toute façon. oui. Et le théâtre No au Japon est aussi assez proche de cela. Ouais. Bon, finalement, c'est pour ça que c'est un mouvement universel, en fait. Mhm, Toutes les civilisations ont cette part de connexion, en fait, avec l'invisible. tout à fait. Et donc, tout ça m'amène à finalement aussi l'évolution du travail de Bert Hellinger que vous abordez hein, dans votre livre, euh, puisqu'il a été vers une manière de travailler les constellations qui était beaucoup plus dans le non-verbal, plus dans le silence, et qu'il a appelé le mouvement de l'âme. Ouais. Pouvez-vous nous en dire plus? Le moment de l'âme, ce sont des constellations extrêmement lentes, puisque Hellinger disait toujours que l'âme est beaucoup plus lente. Donc, elles évoluent, et ce sont des constellations sans parole, ou à minima, et ça évolue très très lentement. Et donc le premier positionnement traduit la problématique, et progressivement, les représentants vont se mettre en mouvement, et la personne qui constelle observe ce qui se passe. Et le mouvement est très très lent, ça peut durer très longtemps. Alors moi qui suis impatient de nature, j'ai- des fois, je vois où est la résolution, ça. Bon, je piaffe, mais j'en fais très peu. Mais des fois, j'en fais pour le plaisir, parce que je trouve que c'est tellement beau. Et puis, ça va crescendo, et tout à coup, tout s'arrête. Quand le mouvement s'arrête, ça y est, la constellation est finie. Et en général, ce sont comme des tableaux, en fait, qui se sont succédés. Et le dernier tableau est souvent de toute beauté, en fait. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui arrive, une énergie de paix, une atmosphère spéciale de paix, et on peut dire, ça y est, la résolution est là, en fait, elle a opéré. C'est vrai que c'est un travail énergétique, les constellations familiales. Hein. Dans ces constellations-là, on observe plus l'énergie, en fait. Puisqu'il n'y a pas Mhm. la parole, des fois, peut provoquer une déperdition énergétique, mais c'est le système de Dellinger. Au départ, c'était la parole, les phrases ritualisées qui sont importantes, alors que chez Jodorowsky, c'est l'acte psychologique. Chez Hellinger, c'est plutôt l'acte qui passe par la parole, c'est les mots. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, voilà. Donc progressivement, il y a ce mouvement très très lent. Et quand tout s'arrête, il y a un tableau final, comme une forme d'apothéose, et la constellation est finie. Et la personne a observé sa constellation sur sa chaise, elle n'est pas rentrée en scène. C'est comme ça que je procède. Et elle a observé ce qui s'est passé. J'avais vu Hellinger procéder en 2004, quand Céline nous avait conduit pendant la formation, dans un théâtre parisien. Il y avait, je ne sais pas combien de personnes, on avait 300. Et il y avait vraiment un tableau sur la scène. Et il avait fait, pareil, une scène comme ça, on avait vu avec des gamins qui bougeaient, etc. J'avais trouvé ça très impressionnant. Très, Mhm. très impressionnant. Mais c'était dans une scène, c'était vraiment sur une scène théâtrale. Donc, je ne sais plus quel théâtre c'était de Paris. Et ça m'avait impressionné, en fait. Mhm. Et j'ai mis du temps avant, je ne sais pas si toi tu en pratiques, Oriane, mais j'ai mis du Non, temps avant à le pratiquer. Hein. J'avais oui. comme une forme de résistance parce que je pensais que je me sentais plus davantage maître de la situation en faisant dire des paroles ritualisées parce que je captais vers où allait dans la résolution. Là, le constellateur n'est qu'observateur aussi. Hein. Donc c'est Oui, intéressant et ça renvoie à une forme d'humilité qui est intéressante. tout à D'accepter ce qui est, d'accepter que le déroulé s'opère d'une façon qui peut pas nous échapper, mais qui peut aller vers des endroits où on ne sait pas où. fait. Et Mhm. cette part d'inconnu est très intéressante en tous les cas. Oui, c'est comme une forme de méditation de groupe. Exactement, Et on est vraiment dans la phénoménologie, là. Hein. Jean-Yves, tu as envie de complètement. dire quelque chose, là? Oui, comme le disait pertinemment Bernard, hein, le mouvement de l'âme se termine par une sorte de tableau final qui touche à une certaine pureté et Mhm. qui rejoint donc ce que tu disais tout à l'heure, Oriane, quand tu parlais du théâtre classique grec, qui touche à la catharsis, ou qui touche donc au théâtre japonais, le théâtre no. On arrive à une sorte d'expansion, d'expression de tous nos sentiments et toucher le point subtil de la purification. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, subtil,
très beau. Oui. Je sais que mes élèves aiment beaucoup. Mm. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, ils aiment ce mouvement, en fait. Ils aiment ce travail. Et je pense qu'ils le sentent sur le plan énergétique, en fait. C'est vrai, c'est comme quelque chose de pur qui arrive. Voilà. Mm. Comme on le retrouve quand il y a la résolution en constellation, c'est un moment miraculeux, hein. La résolution, les visages qui changent, euh, les- moi, je trouve ça magnifique, là. Au moment de la résolution, cet apaisement général. On sent bien qu'une autre énergie est là, en fait. Une énergie de Oui. pureté, de purification. De... Ben, je dirais que pour compléter ce que vous dites, c'est que ces constellations en silence, euh, en fait, laissent chacun libre d'y prendre ce qu'il souhaite, ce qui pourra l'aider et ne pas prendre ce qui ne lui sert pas. Bien Et puis sûr. même, s'il ne le prend pas ce jour-là, c'est une empreinte Ouais, c'est engrammé, énergétique. c'est engrammé. Voilà. Donc, waouh! Eh bien, on peut dire qu'on arrive tout doucement à la fin de cette interview, mais quand même, je me dis qu'on pourrait aborder un peu Jodorowsky. Finalement, parce que Jean-Yves, j'ai entendu astrologie, il n'y a pas du tarot aussi là quelque part. Et Jodo, bah, c'est quand même le maître des tarologues, hein. Nous avons affaire à une spécialiste. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, nous avons tenu à traiter second théoricien, grand théoricien, outre Hellinger, Alejandro Jodorowsky, qui est incontournable et qu'il nous semblait absolument. On ne pouvait pas faire l'économie dans notre bouquin. On ne pouvait pas parler de constellation familiale. C'est pas prétentieux ce que nous disons là, hein, mais par souci, par respect pour le lecteur, nous avons tenu à parler, à décrire les théories d'Ellinger et de décrire également les théories de Jodorowsky, qui est beaucoup plus complexe avec ses actes psychomagiques. Alors, je suis peut-être favorisé, c'est pas prétentieux que je dis là non plus, par mes études d'hispaniste. Je suis spécialiste d'Amérique latine, notamment de littérature du XXe siècle et notamment du réel merveilleux. Réel merveilleux auquel j'ai été sensibilisé dès 1970, lorsque je me trouvais en Espagne, par la parution en 1967 de Cien años de soledad, 100 ans de solitude, de Gabriel García Márquez, Mm. où il y a une irruption en Europe de tout un monde merveilleux, autre, différent, qui échappe à notre rationalisme occidental. Et j'ai pris donc plaisir à découvrir toute cette littérature qui draine la deuxième partie du XXe siècle latino-américain, avec tout ce que ça suppose comme irruption du surnaturel dans la réalité quotidienne. On peut schématiser en cette expression en quoi consiste le réel merveilleux ou le réalisme magique. Les deux termes sont utilisés, indifféremment utilisés. Et Jodorowsky, justement, le polyfacétique Jodorowsky, qui est à la fois acteur, créateur de bande dessinée, lecteur dans le tarot, il propose des lectures du tarot d'une façon magistrale. Ses films également constituent de véritables constellations familiales. Et nous tenions, Bernard et moi, à en parler parce que l'acte psychomagique, Bernard l'aurait dit aussi bien que moi, Bert Hellinger soigne ou traite par la parole. Et Jodorowsky va traiter par l'acte magique, c'est-à-dire qu'il va inviter le constellant à poser un acte magique qui sera le fruit d'un consensus entre les deux personnes. Pour être schématique,
Pour bien illustrer notre propos, je dirais qu'un acte psychomagique, tout simplement, peut consister à planter un arbre, un arbuste, un pot de fleurs à tel endroit, aller le déposer au fond de son jardin, en invoquant la personne qui n'est plus de ce monde, ou même qui est toujours de ce monde, ou alors aller au cimetière, ou faire autre chose, mais poser un acte. Et cet acte, justement, va permettre de superposer à une réalité d'enfance qui aurait été mal vécue ou qui n'aurait pas été vécue du tout par une autre image contemporaine, actuelle, qui va se superposer et justement apporter son lot de réconfort à la personne qui est en quête de solutions. Et Mhm. pour entrer dans l'acte psychomagique et dans la métagénéalogie de Jodorowsky, il nous avait semblé nécessaire de passer par la littérature pour rendre possible l'entrée du lecteur dans le monde complexe de l'univers de Jodorowsky. Parce qu'il faut s'accrocher quelquefois avec Jodo, hein. Il est terriblement attachant, mais alors, quelquefois, qu'est-ce qu'il est complexe. Il est d'une générosité débordante d'amour. Il est génial, cet homme. Et Mhm. donc, par la littérature, par le réel merveilleux, on arrive à expliquer les actes psychomagiques de Jodorowsky et ce que nous avons osé prétendre faire dans notre livre. Waouh. Ben, j'espère que les auditeurs, les auditrices vont se précipiter pour acquérir le livre Les constellations familiales passerelles entre les mondes, paru aux éditions Quintessence, dans toute bonne librairie, sur commande ou sur les sites habituels en ligne. Voilà. Est-ce que, donc, Bernard, tu donnes des formations Oui, je fais des formations, j'assure des constellations de groupe, des formations, oui. Des entretiens en individuel aussi. sur Euh, Brest? voilà, j'ai un site donc, où toutes les informations sont posées. Il suffit de cliquer Constellation familiale Caen. Voilà, ça apparaît à Caen. Voilà, c'est pas à Brest, c'est à Caen. C'est Caen, Ça, ça me fait penser CAEN. d'ailleurs à Aux- euh, cette comment dire, à Fernand Reynaud. Non, c'est comme il s'appelle, C'est Mont-de-Vos. Raymond DeVos, voilà. Quand Voilà, voulez-vous que je vous Mont-de-Vos. dise où si je ne sais pas quand? Oui, exactement. La personne veut aller à 3 à 7 et à Caen. Bien. Alors, si vous aviez une recommandation à faire à nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient faire une constellation, quelle serait-elle? Bah, comment dire, de faire confiance à la vie. Hmm. S'ils en ont envie, ben, qu'ils satisfassent leur avis, en fait, qu'ils surfent avec cette vague-là. Il n'y a rien de pire que les résistances, en fait. C'est Hmm. d'accepter d'aller, de se fondre dans le mouvement de la vie. Pour moi, les constellations, c'est comme le mouvement de la vie. Hmm. Ça nous mène toujours par quelque chose, vers un ailleurs plus beau, plus serein, plus délicat, plus Hmm. joyeux aussi. Ah oui, c'est intéressant hein, comme tu exprimes ça, puisque c'est un ailleurs, et pour un voyageur comme tu l'es, finalement, les constellations, c'est peut-être une façon de voyager là où on est. Voilà. Et en même temps, de voyager à l'intérieur de soi et de voyager dans un espace temporel d'aller vers nos ancêtres comme un mouvement d'amour, en fait. Je sais pas dire, c'est un mouvement d'amour avec soi-même, comme disait Anne Ancelin, l'arbre vit à l'intérieur de nous. Donc, c'est aussi ce voyage à l'intérieur de nous qui est intéressant. Cet ailleurs qui est à l'intérieur de nous. Hmm. C'est vrai que voilà, il y a pas que l'extérieur. J'étais beaucoup plongé dans l'extérieur, mais le voyage à l'intérieur est aussi passionnant, en fait. Et les constellations, c'est ça, c'est aussi un voyage à l'intérieur de soi. Et quel ressenti j'ai, c'est un travail de délicatesse et de finesse. C'est pour ça on qualifie ça d'art. Au début, on me disait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cet outil? Je dis, mais c'est pas un truc, c'est pas un outil, c'est un art. C'est vraiment Hmm. quelque chose qui est ciselé, en fait. Voilà. Effectivement, c'est tout à fait comme ça que je le perçois aussi. Et toi, Jean-Yves, qu'est-ce que tu aimerais dire? Oui, tout à fait. Pour compléter ce que dit Bernard, je dirais que les personnes qui se sentent interpellées, qui se sentent appelées par constellation familiale, qu'elles n'hésitent pas parce que nous travaillons dans l'humain, nous travaillons avec le cœur, nous travaillons tout simplement et que ces personnes sachent que
tout est réparable dans la vie, rien n'est définitif. C'est-à-dire que ce que certaines personnes peuvent croire comme prendre pour une sorte d'impasse, ben, la constellation familiale permet justement de leur ouvrir d'autres espaces, d'autres mondes, en leur faisant emprunter des passerelles justement insoupçonnées. Nous tissons, nous tressons avec elles des passerelles d'une rive à l'autre, d'une montagne à l'autre, au-dessus des ravins qu'elles croyaient infranchissables. Et ben, 1 heure plus tard, ça y est, le ravin est franchi. Et ça, c'est chouette, quoi. Et ça, c'est pour ça, justement, que j'ai adhéré tout de suite au projet de Bernard. Parce que offrir un tel présent aux personnes, tout simplement, en toute simplicité, en toute humanité, c'est merveilleux, quoi. Waouh! Je voulais dire aussi que je rends hommage à ma ville où je suis né. Je suis né à Constantine. Et Constantine, c'est une ville de ponts. Il y a des ponts. C'est une ville magnifique. Et il y a des ponts. Et au départ, quand je suis parti de mon itinéraire, je parlais de Constantine, je voyais le pont suspendu. On disait aussi le pont des suicidés, parce qu'il y avait plein qui se suicidaient, des désespérés. Et il y avait beaucoup de passerelles aussi, etc. Parce que c'est une ville avec des ravins. Et c'est un peu comme j'ai l'impression que en faisant des constellations, je rends hommage à ma ville de naissance, Constantine. Voilà, la ville de Constantin, c'était fondée par un empereur romain. Donc on revient vers un point de départ. J'aime bien comment dire, ces routes qui vont vers l'histoire, mais aussi vers tous les espaces et toutes les connexions. Waouh! Un tout grand merci Jean-Yves et Bernard d'avoir accepté de faire cette interview qui, je l'espère, aidera nos auditeurs et auditrices à comprendre ce que sont les constellations et surtout à quoi elles peuvent servir. Et je vous rappelle une dernière fois, mais pourquoi vous hésitez tant à vous abonner à ma chaîne? Faites-le, ne ratez aucune des prochaines interviews, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur ce fameux petit pouce, en activant la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis, vous savez, c'est tout simple, ça ne fait pas de mal, mais partagez, partagez avec vos amis. Cela ne peut que faire du bien. Au revoir, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. Merci, Oriane. Merci, Oriane. Adios, adios. Adios. Adios.